Merci beaucoup, Madame Imbert. Merci pour l'invitation. Et du coup, je vais devoir m'expliquer sur le titre, évidemment. Mais d'abord, une petite précaution. C'est-à-dire, j'ai eu pour mission, pas simple, mais intéressante, de rester le généraliste de la journée. Et puis, les interventions suivantes auront pour mission de préciser les choses. Mais je compte bien sûr sur les questions pour commencer déjà à faire les liens entre ce que je vais vous dire de manière un peu globale et générale et le sujet du jour qui est quand même la participation des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc n'hésitez pas pour les questions. Donc démocratiser la démocratie, ça a l'air de, oui, d'une absurdité ou d'une tautologie, mais en fait tout simplement c'est le mot d'ordre qui a accompagné les réflexions pas très ancienne finalement, autour de cette question de la participation démocratique ou, comme on l'appelle de plus en plus, de démocratie participative. Alors, démocratie participative, évidemment, c'est tout de suite pour l'opposer à ce qu'on appelle par ailleurs la démocratie représentative. Il y a eu, dans l'intervention de la présidente du conseil départemental, une litanie d'instances participative et ou représentative, conseil départemental étant une instance représentative et élue, et les multiples COMEX, CADAPH, CRSA, etc., étant des instances à la fois avec des aspects représentatifs et des aspects participatifs sur lesquels on pourra revenir. Donc démocratiser la démocratie, c'est tout simplement cette idée des tenants de la démocratie participative que l'installation, grosso modo, au milieu du XXe siècle, dans ses formes à peu près achevées dans les démocraties occidentales, de la démocratie dite représentative, avec des présidences, des parlements, etc., était à peu près en place, mais que ça ne suffisait pas à faire une démocratie. Donc démocratiser la démocratie, ça veut dire qu'une fois qu'on a mis en place l'architecture politique et constitutionnelle d'un État et d'une nation, eh bien, on ne pouvait pas s'arrêter et qu'il fallait aller un cran plus loin. Alors, je dis milieu du XXe siècle parce que c'est à peu près dans ces dates-là que le mot de démocratie participative commence à apparaître. Ce n'est pas un mot très ancien. Les débats le sont. Pendant tout le XIXe siècle, on va entendre parler de ces thématiques, mais on ne parlera pas de démocratie participative. On va parler de démocratie directe. Démocratie directe, c'est tout simplement soit le référendum, soit des représentants. On va parler aussi de la démocratie permanente, c'est-à-dire une démocratie qui ne s'arrêterait pas au moment des élections. Mais on va parler aussi de ce qu'on appelle les mouvements associatifs ou conseillistes, c'est-à-dire toute une vie démocratique qui ne passerait pas uniquement dans les partis ou dans les institutions dites strictement politiques. Alors, débats assez anciens qui vont avec la démocratie moderne qui se pose comme représentative, c'est-à-dire pour nous c'est la Révolution française, mais quelque chose semble se passer au milieu du XXe siècle, et en général, quand on écoute les gens qui réfléchissent sur ces questions, ils prennent un point de départ, souvent, qui est un mouvement étudiant qui fait une déclaration, la déclaration de Port-Huron aux États-Unis en 1962. Dans cette déclaration, les étudiants, donc on est au début des années 60 aux États-Unis, on sort du macartisme, c'est la guerre froide, c'est-à-dire toute la vie démocratique semble un peu glacée par l'espèce de grand conflit qui cristallise à ce moment-là toutes les aspirations et toutes les énergies. Et puis ces étudiants, c'est le début des mouvements d'émancipation. Évidemment, je ne vais pas revenir sur tous les mouvements qui vont suivre autour des droits civiques, du féminisme, etc. Et des personnes en situation de handicap qui prendront également ce train en marche au cours des années 60 et 70. Mais ça, Henri-Jacques Sticker en parlerait mieux que moi, il y revient souvent dans ses livres. Ces étudiants constatent en 1962 que la démocratie américaine est installée. D'ailleurs, si bien installée qu'elle mérite de s'opposer au modèle soviétique à l'époque. Mais
il constate également que c'est assez pauvre comme modèle en termes démocratiques, à savoir confiscation du débat par des partis, et aux États-Unis, il n'y en a que 2 principalement, donc des machines partisanes dont les discussions internes servent surtout à gagner le pouvoir, à gagner les élections, mais aussi assèchement de la vie démocratique, les débats au quotidien, notamment par cette ils sortent du macartisme, atmosphère de guerre froide qui fait qu'il y a des choses qui se disent, des choses qui se disent pas, et puis une angoisse également sur la perte de ce qu'on pourrait appeler la participation au sens de la vitalité démocratique, qui est une vraie hantise américaine, c'est-à-dire toute cette vie des associations, des quartiers, des municipalités, la tradition des townships, comme ils appellent ça, qui semble-t-il commençait à fatiguer un petit peu en ce début des années 60. Et donc, ces étudiants publient un manifeste, une déclaration de Port-Huron, où ils demandent à ce qu'on démocratise la démocratie, c'est-à-dire qu'on approfondisse la démocratie, c'est-à-dire en fait que le politique, les institutions représentatives se rapprochent, descendent, partagent le pouvoir avec ce qu'on appelle la société civile. Les associations, les syndicats, différents types de représentations ou d'habitants ou de quartiers, de différents intérêts qui traversent la société. C'est-à-dire, en gros, une sorte d'élan démocratique qui viendrait du bas, des associations de la société civile, et qui demanderait au pouvoir politique de lâcher un petit peu de pouvoir pour accepter de le partager avec d'autres. C'est la première idée de cette déclaration de Port-Huron qui en attend quelques éléments quand même assez importants. Déjà que la politique descende de son piédestal. Deuxièmement, que du coup les débats soient de meilleure qualité, parce que moins confisqués par des logiques ou partisanes ou idéologiques, que ça remette, que ça rende les citoyens à nouveau plus actifs. Là, c'est Tocqueville qu'ils ont évidemment en tête, qui s'émerveillait de l'activité démocratique quotidienne aux États-Unis, et en plus que cela favoriserait du consensus, puisque finalement une source principale des antagonismes ou de la difficulté à se mettre d'accord sont précisément liés à des antagonismes partisans et au fait qu'il faille s'opposer pour gagner une élection. Bref, dans ce projet de ces étudiants en 1962, la démocratie participative, pour eux, était un idéal, effectivement, comme l'avait dit Madame la Présidente, pas une utopie, mais précisément de conjuguer la qualité du débat et de l'activité collective avec l'autonomie individuelle. Alors, c'était les années 60. Peut-être qu'avec le recul, il y a des aspects qui pourraient apparaître finalement comme de l'utopie, mais ça a diffusé très largement. Ça a irrigué les mouvements des droits civiques, les mouvements féministes, ça a irrigué également la pensée autour du handicap et de la participation des personnes en situation de handicap, aussi bien à la recherche qu'aux choix qui sont faits collectivement, etc., etc. Un mouvement de fond qui a emporté, on pourrait dire, en fait, le premier modèle de la participation démocratique ou de l'idée de démocratiser la démocratie, qu'on peut appeler un modèle un peu radical, qui est tout simplement que la démocratie doit descendre pour être effective jusqu'au niveau les plus de proximité et quotidien et liés aux gens concernés directement. Ça, c'est le premier modèle de démocratie participative, celui qui va alimenter les 20 années qui vont suivre. En France, pas grand-chose. Alors, pas grand-chose. Si, énormément de choses, mais avec un autre terme. Mais je ne vais pas m'étendre. On va trouver à peu près les mêmes éléments, mais en France, on parlera d'autogestion. Voilà. C'est le grand mot des années 1970 autour de la deuxième gauche, de la CFDT, de l'entreprise libre, etc. Dans les entreprises, dans les quartiers, ce sont les débuts de la politique de la ville, ce sont les premiers projets de participation des salariés dans les entreprises, etc., etc. C'est également, et là aussi ça n'arrive pas totalement par hasard,
les années 70, c'est aussi les années de la loi de 75 dans le handicap. C'est aussi une période d'intense création à la fois professionnelle, institutionnelle et en termes d'idées dans le champ du handicap, de la maladie. C'est aussi une véritable période de vitalité associative, aussi bien dans la santé que dans le handicap. Voilà. Donc, cette période semble se refermer. Le mot de participation semble disparaître dans les années 80 pour réapparaître dans les années 1990, et c'est dans cette période que nous sommes aujourd'hui. Alors, on parle toujours de participation, on parle toujours de démocratie participative, on parle toujours de faire descendre la politique au plus près des personnes qu'on a cernées, mais avec un certain nombre de changements, de nuances et certainement un certain nombre de renversements qui ne sont pas totalement innocents. Les années 80 ont vu deux autres propositions idéologiques face à ce premier modèle radical des années 60 et 70. Je le brosse un petit peu à grands traits, mais ça permet de situer les choses. Le mot de participation va être récupéré, par exemple, aussi par un courant qu'on peut appeler conservateur ou néolibéral. La question de la participation, là, n'est pas tellement d'ouvrir les portes et les fenêtres à tous, elle est bien plus sous l'idée de responsabilisation. Faire participer, c'est responsabiliser les personnes qui recevraient des prestations, qui recevraient des aides, qui recevraient des places, qui recevraient des appartements, des logements, qui recevraient des aides. Donc on a une sorte de reprise de la participation aussi par un modèle qui ne fonctionne pas du tout sur les mêmes ressorts. On peut prendre un petit exemple, les années 80, c'est aussi les années de la participation des salariés dans les entreprises, mais plus du tout au sens de la démocratie industrielle des années 30 ou de ce que la CFDT pouvait éventuellement avoir en tête, mais beaucoup plus sur le partage des risques. C'est la prise de participation. C'est un langage qui se financiarise là aussi de plus en plus. Et puis vous avez un troisième type de modèle qui s'esquisse, alors qui est peut-être un hybride, peut-être un mixte, qu'on va appeler au libéral social ou social libéral, qui va essayer de conjuguer à la fois cette participation facilitée du côté des plus vulnérables, des plus faibles ou des plus fragiles ou des plus éloignés des formes de la participation, mais en y adjoignant évidemment cet aspect responsabilisation et individualisation qui vient plutôt du courant conservateur néolibéral. Bref, autour de ce mot de participation, à la fois il gagne, puisqu'il s'impose largement, sans que tout le monde y mette forcément les mêmes choses, le même sens et donc les mêmes conséquences. Alors, quel est ce moment qui s'ouvre dans les années 90 et finalement dans lequel on se trouve sûrement encore aujourd'hui quand on parle de participation? Alors, on a plusieurs points qu'il faut peut-être avoir en tête entre ce moment de 62 et ce qui se met en place, notamment en France, dans les années 90. Première chose, la conception du pouvoir n'est pas la même. Dans la déclaration de Port-Huron, dans les mouvements dits basistes des années 60 et 70, il s'agissait d'une sorte de prise de pouvoir par la société civile pour remédier à la confiscation du pouvoir par des élites dirigeantes, par des institutions ou par des organes purement représentatifs au sens électoral du terme. À partir des années 90, la dynamique, elle est inverse. Le pouvoir reste en haut, et en fait, ce sont les instances représentatives qui ouvrent des espaces de participation, de dialogue, en fait beaucoup plus de dialogue que de partage du pouvoir, à d'autres acteurs issus de la société civile, associations, etc. Ça va être l'ouverture des grands chantiers, par exemple autour de grands travaux, de commissions de débat publics,
pour interroger la population sur est-ce qu'on peut faire passer une autoroute ici, une nouvelle ligne de SNCF ici, de la SNCF là. Une commission sur des questions très compliquées, très controversées comme les OGM, ou plus récemment, ce qui a été mis en place autour des conférences sur le climat, par exemple, qui sont une multiplication de types d'instances, de lieux, de moments dans lesquels on va... Mais l'initiative appartient aux politiques, associer des acteurs non politiques à la discussion sans forcément aller jusqu'à la décision. On consulte, on informe, on fait réagir, on rend des comptes éventuellement, mais on ne partage pas forcément la décision. L'exemple le plus récent et qui a fait couler beaucoup d'encre, c'était la conférence citoyenne sur le climat. Elle rend des propositions, mais c'est le Parlement, avec derrière le gouvernement, qui décide ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Bref, des antichambres du pouvoir qui sont déjà des moments de partage, mais qui ne sont pas encore complètement un partage du pouvoir en tant que tel. Il y a sûrement une raison à ça, et c'est le deuxième point par rapport à ce qui se dessinait dans les années 60. La démocratie représentative des années 90 n'est pas du tout dans la santé dans laquelle elle était, même au sens de l'OMS, un état de complet bien-être physique, mental et social. Dans les années 90, l'abstention monte, les personnels politiques chutent dans les indices de confiance, les contestation, ce qu'un auteur comme Pierre Rosanvallon appelle la contre-démocratie, c'est-à-dire tous les lieux qui contestent et qui critiquent le pouvoir, on n'est pas tout à fait encore dans le numérique, mais pas loin, augmentent, font monter la pression, et c'est une véritable en fait, crise de légitimité. En fait, la participation à partir des années 90, c'est aussi une initiative du politique pour essayer de se relégitimer, pour combler un vide. Ils sont plus suffisamment peut-être forts pour imposer des décisions, même discutées, même avec de la participation au Parlement ou au gouvernement. Du coup, on multiplie, c'est la politique de la ville en France qui avait initié ce mouvement avec les conseils de quartier, les conseils des habitants. On multiplie des lieux de participation pour essayer d'étoffer la légitimité d'une décision qui reste en définitive quand même toujours prise dans les instances qui avaient été classiquement prévues pour cela. Troisième point, et ça a beaucoup été abordé dans l'intervention de Madame la présidente du conseil départemental, et ça c'est une vraie angoisse française. Derrière les années 90, c'est aussi le début des angoisses sur la perte du lien social et du risque porté à la cohésion. On est bientôt dans la future direction générale de la cohésion sociale au ministère de la Santé et de la Solidarité. Des plans de cohésion sociale de la fin des années 90 sous le ministère de Martine Aubry. Bref, il y a la participation semble répondre également à une angoisse de déliaison sociale. Il y avait quelque chose de cet ordre-là chez les étudiants des années 60, rendre les citoyens à nouveau plus actifs, comme ils l'avaient été historiquement. Mais en France, cette activité, elle passe par le lien, c'est refaire du lien. Les instances de participation, c'est refaire des lieux, des moments où les gens peuvent à nouveau se parler, se rencontrer, échanger, créer du lien. En gros, conjurer cette angoisse française, pas spécifiquement, mais très particulièrement française, de la perte de cohésion, du fait que la société pourrait s'atomiser, que la présidente appelait construire le vivre ensemble. Dans construire le vivre ensemble, il n'est question ni de pouvoir ni de légitimité, il est juste question d'apprendre comment on coexiste. La participation sert aussi à cela. Et puis enfin, et là on est sur des sujets hautement problématiques puisque nous sommes dans des sociétés aussi qui se pensent de plus en plus complexes et techniques. On rentre dans ce que les sociologues appellent la société du risque. Cette participation doit servir aussi justement à amener
peut-être pas des décisions, mais au moins des accords, voire peut-être des consensus sur des questions marquées par une très forte incertitude. Questions qu'on va appeler socio-techniques. Le climat, mais les OGM, mais également un certain nombre de choses autour de la santé, des médicaments ou de nouvelles technologies comme le nucléaire, par exemple. Et là, la participation, c'est associer plus largement pour s'assurer d'une forme de qualité délibérative, c'est-à-dire en fait diversifier les voix qui se portent sur un sujet pour moins risquer d'ignorer un risque, voire, dans le meilleur des cas, ignorer peut-être une solution. Bref, 4 enjeux qui vont être distribués bien différemment. On pourrait dire que le modèle néolibéral de la participation est peut-être beaucoup plus intéressé par le pouvoir et la légitimité. Le modèle social-libéral peut-être beaucoup plus par la cohésion et la qualité. Le modèle radical, lui, parlait pouvoir et parlait légitimité, mais parlait au sens du partage, du pouvoir. J'ai 1 minute ? 1 minute et je vous livre, et après je compte du coup sur les questions. Du coup, on en arrive avec ce mélange d'aspirations autour de la participation à 3 types de tensions qui traversent toutes les formes et qu'on peut poser quasiment à toutes les formes ou instruments participatifs. La première, c'est la plus classique, elle a trait à l'histoire de ce terme et de cette idée, c'est participation par en haut ou par en bas. C'est pas du tout la même chose, une participation obtenue par en bas, par la base, par les personnes concernées, ou une participation octroyée d'en haut, en fait, pour relégitimer une décision qui reste prise en haut. Première ligne de tension. Deuxième ligne de tension, le lien à la décision. Autour de la participation, aujourd'hui, c'est devenu ce sont quasiment des classiques. On a des échelles de la participation. En gros, depuis la simple information, qui est déjà une forme de participation, jusqu'à la codécision, et on peut les décliner au niveau collectif comme individuel, en droit de la santé, la codécision en matière thérapeutique, mais aussi bien dans nos établissements dans le champ du handicap. Est-ce qu'un CVS, un conseil de la vie sociale, est simple éco-décideur? On n'en est pas encore là dans la vie d'un établissement ou d'un service. Bref, d'un côté, le lien à la décision, c'est la deuxième ligne de tension, et de l'autre côté, une sorte de continuum plutôt qui va de l'information à, j'ai retenu aussi un terme qui a utilisé dans l'intervention précédente, une forme de stimulation. La participation serait un aiguillon du politique. Voilà. Voilà. Donc, deuxième ligne de tension, cette gradation, ces degrés en direction d'une participation à la décision finale. Et puis, il y a une troisième ligne de tension qui est apparue tard, et je pense qu'il apparaît principalement aujourd'hui, c'est cette participation, elle a dû se mettre en place. Elle s'est mise en place dans toutes ces instances, avec tous ces outils. Maintenant, ce sont quasiment des métiers de l'animation de la participation, et etc. Bref, il y a une boîte à outils de la participation qui s'est construite. On a en France une revue participation depuis 2011, depuis les budgets participatifs jusqu'au conseil de quartier, à l'animation, les méthodes de ATD Carmonde. La boîte à outils est énorme, et toutes les instances qui suivent. Bref, ce qu'on découvre, c'est la complexité de la participation. Et le fait que parfois on ne sait plus du tout où on habite en termes de participation. Cette complexité peut devenir un véritable obstacle à une véritable participation. Et je terminerai là-dessus, c'est sous forme peut-être de provocation finale. Peut-être est-ce l'un des éléments qui explique aussi qu'une nouvelle forme de revendication participative semble monter dans nos sociétés depuis quelques décennies. Elle a pour nom le populisme. Et je vous remercie. Merci à vous. Merci. Je ne sais pas s'il y a déjà une question dans la salle ou si vous voulez un peu digérer un certain nombre d'éléments que vous nous avez présentés au galop. C'était la mission. Au galop, mais de manière très claire. Bon. Et très éclairante, en fait, justement, sur cette complexité et sur cette complexité de la participation.
Alors, j'en ai une de la part des internautes, enfin j'en ai plusieurs même, mais justement, est-ce qu'on peut parler d'une seule participation ou de formes de participation adaptées en fonction du contexte, en fonction des personnes qui veulent justement participer? Bien. Alors, il faudrait que je revérifie, mais comme on n'est pas connecté à Internet, on ne peut pas le faire immédiatement, mais il me semble que le titre de la revue Participation que je mentionnais a un S à participation à la fin. Est-ce qu'il y a une parenthèse? Il me semble qu'il y a un S. Donc oui, ce sont des formes. Oui, ce sont des formes. Alors, il y a des modèles de participation, encore, il y a des idéologies de la participation qui n'insistent pas sur les mêmes points et qui n'ont pas en vue le même type de fonctionnement social et démocratique. Et ensuite, il y a toutes les modalités de participation, alors soit par le degré, hein, quand on me téléphone à la maison pour une enquête, sur les dépenses du ménage ou ma consommation d'électricité en ce moment, hein, c'est une forme de participation. Voilà, on me fait participer, on me demande mon avis. Voilà, on est loin de la participation au sens participation à des instances de décision. Voilà, on est très loin, on est dans de la consultation. Voilà. Donc il y a des formes, et puis il y a des formes ensuite qui vont être, mais qui sont importantes, c'est les aspects mixtes ou pas mixtes. Instances de participation, soit homogènes en termes de participants, c'est-à-dire un conseil de quartier avec que les habitants, ou des formes plus mixtes où on va mixer à la fois des responsables, des techniciens, des représentants des habitants pour élaborer des consensus, des propositions, voilà. Bon. C'est immaîtrisable tout ce qui peut exister aujourd'hui sous ce chapeau de participatif. Ouais. D'où la complexité. D'où la complexité, d'où en effet les situations dans lesquelles on peut se retrouver. Vous disiez en effet quand même qu'il y a des tensions, il y a des lignes de front, des tensions entre différents mouvements de pensée, en tout cas différentes idéologies. On voit bien un modèle très radical, un modèle plus cohésion sociale, plus participatif. Bien voilà, nous sommes là. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Parce que jusqu'où on pourrait aller, sur quelle ligne de crête on peut avancer? Donnez-nous un peu votre avis là-dessus, si vous voulez. Alors, on peut au moins sur le papier, on peut aller très loin dans les trois directions. Hein. Je ne reviens pas sur les expériences très radicales, par exemple communautaires, qui ont pu être menées dans les années 60 et 70 dans différents champs, communautés utopiques, plus ou moins à l'écart de la société. On peut aller très loin dans le radical. On peut aller très loin dans l'autogestion. Alors, voilà, alors après, ça, c'est pas toujours terminé de la manière la plus agréable pour les tenants, mais l'expérience LIP, par exemple, voilà, a été un modèle. Budget participatif à Porto Alegre ou peut-être demain dans quelques grandes villes de France. Voilà. Bon, on peut aller très très loin. Le modèle néolibéral, semble-t-il, a été très loin également. Voilà. Peut-être en est-on au moment où on se dirait que peut-être il a été trop loin. Et derrière ce terme de néolibéral, bon, c'est compliqué, c'est une étiquette. Voilà, pour voir, ça situe à peu près. Le modèle du milieu, là aussi, s'épuise un peu parce que c'est ce qu'on pourrait appeler un modèle social-démocrate. Semble-t-il qu'il a donné ce qu'il pouvait en Angleterre, aux États-Unis, en France, au tournant des années 90 et 2000. Voilà, il a moins le vent en poupe également. Voilà, on est un peu paumé, je dois avouer, aujourd'hui. Les modèles les plus radicaux aujourd'hui, à ma connaissance, c'était Notre-Dame-des-Landes, la ZAZAD. On est dans des modèles radicaux. Oui, voilà, hein, voilà, très clairement. Bon, eh bien, écoutez, espérons qu'on réenchante en tous les cas et on trouve des voies nouvelles ou des alternatives. Peut-être qu'avec les interventions qui vont suivre, on aura peut-être quelques idées. Est-ce qu'il y a une question? Voilà, je laisse la parole. Bonjour, alors moi je suis un peu spécial parce que je suis un historien à roulettes. J'aime bien me définir comme ça et j'ai fait de la politique. J'ai été le premier candidat aux élections régionales IMC de toute la France. Enfin, un des premiers. Ce qui m'a effaré, c'est d'entendre les politiques dire « Ouais, j'ai inventé une nouvelle loi ». Alors, un historien, il se méfie toujours quand un politique lui dit « Ah, j'ai inventé une nouvelle loi. Ouais, j'ai inventé la loi pour améliorer le travail des handicapés et tout. » Enfin, mais je lui dis « Mais la loi de 1924 sur
le handicap dans les entreprises, ça a commencé à exister en 1924. Je suis, j'ai rien inventé, alors je lui dis non, forcément, ça vient toujours de quelque part. Tu as déjà amélioré, t'as amélioré la chose, mais tu n'as rien inventé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Un peu d'humilité, les politiques, s'il vous plaît. Merci, mais ça me fait une transition en or avec le prochain intervenant, Monsieur Sticker, Henri Jacques. Merci. Bien sûr. Juste dire un mot. On pourrait se féliciter au moins de redécouvrir ce qu'il y avait de bien. Ben voilà. Ça, voilà, non, c'est déjà pas mal. Ils sont toujours en train d'inventer.